Service militaire, réarmement, économie de guerre, ces mots, on les entend partout en ce moment en Europe, non? C'est clair, les discours martiaux sont de retour en force. Mais pourquoi? D'où vient cette ferveur, un peu soudaine pour la guerre? Et c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que c'est juste une réaction de peur tout à fait logique ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue en coulisses? Pour essayer de comprendre, on va s'appuyer sur l'analyse d'une philosophe, Deborah Webrosto. Ce qui est fascinant dans son travail, c'est qu'elle décortique vraiment les mécanismes complexes, ceux qu'on ne voit pas forcément, qui nous poussent tous collectivement vers cette mentalité de guerre. Allez, c'est parti, on plonge dans sa pensée pour y voir un peu plus clair. Alors, premier point, la peur et l'euphorie. On va commencer par l'explication qui semble la plus évidente, mais on va voir qu'elle est loin d'être suffisante. Bon, l'explication la plus simple, c'est quoi? C'est qu'on a peur. Une peur rationnelle face à une menace bien réelle. Et c'est vrai qu'à première vue, ça se tient. Face à la guerre en Ukraine, c'est normal d'avoir peur, de vouloir se défendre. C'est l'argument qu'on entend en boucle, on doit se réarmer, c'est une pure nécessité. Sauf que voilà, pour Deborah Webrosto, ce n'est vraiment qu'une toute petite partie de l'histoire. Et c'est là qu'elle introduit une idée super importante, celle d'euphorisation. Imaginez, au moment même où l'Europe se sent un peu en déclin, en perte de vitesse, eh bien le réarmement, ça agit comme une sorte de shot d'adrénaline. Ça offre une sensation hyper grisante de puissance retrouvée. Donc ce n'est pas juste de la peur, non. C'est aussi, et peut-être surtout, un désir intense de redevenir fort. Et pour décrire ça, Brosto utilise un terme, les agencements de désir. Ce que ça veut dire, c'est que nos motivations, elles ne sont jamais simples, jamais toutes noires ou toutes blanches. C'est plutôt un enchevêtrement, un mélange complexe où la peur à la menace et en même temps l'excitation de la montée en puissance s'alimentent l'une l'autre. Et c'est justement cette ambivalence qui rend tout ça à la fois si puissant et si dangereux. Ok, deuxième grande idée qu'on va aborder, le mythe de la paix européenne. Et là, on va voir que ça bouscule pas mal l'image que l'Europe a d'elle-même. Là, on pourrait se dire, mais attendez, ça trahit complètement le fameux rêve européen de paix, non? L'Union européenne, elle s'est quand même construite sur la promesse du « plus jamais ça ». Alors ce virage militariste, c'est pas un peu à contre-courant de son ADN? Eh bien la réponse de Brosto, elle est plus compliquée que ça. En fait, ce qu'elle avance, c'est que le rêve européen, ce n'était pas tant un rêve de paix totale qu'un rêve de séparation. Et l'idée, c'était de garder la violence de la guerre à distance, de pouvoir, en quelque sorte, faire la guerre, la soutenir, l'alimenter, mais ailleurs, loin de chez nous. Et en même temps, de continuer à se voir comme le continent de la paix, un grand écart en somme. Et pour que ce grand écart fonctionne, il faut ce qu'elle appelle une organisation du déni. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien, on externalise la violence, on la sous-traite, on multiplie les intermédiaires pour qu'à la fin, plus personne ne se sente vraiment responsable. L'exemple qu'elle donne est frappant. Des universités qui se vantent de leurs valeurs pacifistes, mais qui ont des partenariats avec des industries de l'armement qui sont, elles, directement impliquées dans des conflits. Le résultat, on fabrique activement une incapacité à voir les liens. Troisième point, et c'est un point clé, le piège du réalisme militariste. On va voir comment une certaine vision du monde arrive à s'imposer comme si c'était la seule option possible. Et pour bien comprendre le concept qui arrive, il y a cette citation très connue du philosophe Mark Fisher qui est juste parfaite. Il disait « Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Ce que ça décrit, c'est ce moment où un système est tellement dominant qu'on n'arrive même plus à penser à une alternative. Eh bien, Deborah Webrosto, elle reprend cette idée et elle l'applique au domaine militaire. Elle parle de réalisme militariste. Et le parallèle est frappant. D'un côté, le réalisme capitaliste nous dit « le marché est le seul système viable ». De l'autre, le réalisme militariste nous martèle « le réarmement, c'est la seule réponse viable ». Dans les deux cas, le message est le même « there is no alternative ». Il n'y a pas d'autre choix. Et la conséquence de ça, elle est immédiate et brutale. Si quelqu'un ose remettre en question cette logique, il est tout de suite disqualifié. On le traite d'idéaliste, de naïf, d'irresponsable, et parfois même de traître, d'agent de l'ennemi. Évidemment, dans un climat pareil, avoir un vrai débat critique, ça devient quasiment impossible. Alors, comment est-ce que ce réalisme s'installe dans les esprits? Une des techniques, c'est de parler de la guerre d'une manière complètement désincarnée, aseptisée. Un exemple qui a marqué les esprits, c'est cette communication officielle, comme cette vidéo d'une ministre belge, qui expliquait comment préparer son kit de survie pour 3 jours. Et comme le dit très justement Deborah Webrosto, ce genre de discours efface la réalité de boue et de sang. On transforme la guerre en une sorte de défi de survie, presque une aventure de week-end. On oublie juste les bombardements, la souffrance, la mort. Bref, on oublie ce qu'est vraiment la guerre. Parce que ce discours, il n'est pas seulement abstrait, il est aussi terriblement séduisant. Pourquoi? Parce qu'il va piocher dans des imaginaires très forts qui nous parlent à tous. L'esprit scout, l'aventure, l'idée de rompre avec un quotidien un peu plan-plan, le fantasme de la survie, de l'autonomie, du retour à l'essentiel. C'est quand même beaucoup plus glamour que la réalité brutale d'un conflit armé. Bon, alors, face à tout ça,
comment on fait? Comment on résiste à cette spirale? C'est la dernière partie. Et la réponse de Brostow, vous allez voir, elle n'est peut-être pas là où on l'attendrait. Souvent, on a tendance à penser que si les gens adhèrent à ces discours, c'est juste une question de lavage de cerveau. Mais en faisant ça, on passe à côté du plus important. La propagande, elle ne marche pas sur une page blanche. Elle est efficace parce qu'elle vient activer des désirs, des émotions, des choses qui sont déjà en nous, qui ont été façonnées par des siècles d'histoire. Et l'un de ces désirs les plus profonds, c'est cette vieille idée que la guerre serait l'expérience la plus intense qu'on puisse vivre. Une sorte de remède à une vie en temps de paix jugée trop plate, trop inauthentique. C'est l'idée que seule la guerre pourrait vraiment nous faire nous sentir vivants. C'est un mythe extrêmement puissant qui nous colle à la peau depuis des siècles. Et c'est là qu'on arrive au cœur du défi. Il ne s'agit pas de dire que ce désir d'intensité est mauvais en soi, ou de le nier, non. Le véritable enjeu, c'est de réussir à le réorienter, de le canaliser vers d'autres formes de puissance collective, des formes qui construisent au lieu de détruire. Et des alternatives, pour trouver cette intensité, en fait, il y en a plein. Pensez à la solidarité hyper forte qu'on peut ressentir dans une lutte politique. Pensez à l'adrénaline d'une action directe pour défendre un territoire, ou à la puissance qui se dégage des grands mouvements collectifs, comme ceux qu'on voit pour la Palestine. L'idée, c'est de faire l'expérience qu'on peut être puissant, ensemble, mais en dehors des machines de guerre nationales. Et donc, la question finale, c'est à nous tous qu'elle se pose. Si ce n'est pas la guerre, alors quelles sont les luttes collectives qui peuvent rendre nos vies plus intenses, plus riches de sens? Comment faire pour que toute cette énergie qui nous traverse ne soit pas aspirée par la logique de guerre? Comment, finalement, inventer des manières de vivre ensemble qui soient intenses, oui, mais qui créent du lien au lieu de détruire? La question, évidemment, reste ouverte.